Alors bonjour, nous sommes vendredi le 11 septembre, aujourd'hui au cours 412 Z21, le premier cours officiel de la session. On va débuter sans plus tarder. À voir aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur les courriels sur Office 365, la lecture de cette semaine, la médiagraphie du cours qui est maintenant disponible en ligne, je vais vous présenter à quel endroit. Internet et le web, je vais vous présenter une des lectures je vais passer à travers une des lectures avec vous, un peu comme si c'était une présentation. En fait, ça aurait dû être préparé en présentation PowerPoint, mais c'est en état de lecture en ce moment. Ensuite, on va commencer à travailler de façon pratique. On va voir l'explorateur de fichiers, puis on va voir comment travailler pour vos devoirs HTML, quand vous allez avoir des devoirs ou des fichiers à créer en format HTML. Même chose pour les fichiers CSS quand on va arriver là dans le cours parce qu'on n'y est pas pour l'instant. Et ensuite, on va voir comment vous pouvez procéder pour les fichiers HTML et CSS pour vos tests personnels. Je vois que j'ai écrit HTML et CS, mais c'est HTML et CSS. Puis finalement, on va voir un devoir numéro 2, contenu, structure et mise en forme dans Word. Je vais le faire avec vous en pas à pas. Vous pourrez le faire en même temps que moi. En fait, tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Je vais essayer d'aller lentement, sauf qu'étant donné que vous êtes très nombreux, je ne pourrai pas attendre après chacun d'entre vous si vous rencontrez des difficultés ou quoi que ce soit. Sinon, je ne parviendrai pas à couvrir la matière du cours. Donc, ce que je vais vous encourager à faire, c'est d'avancer en même temps que moi. Je vais laisser des délais, je vais laisser des temps pour pouvoir le faire, pour que ce soit un petit peu plus interactif et un peu plus intéressant pour vous. Et si jamais vous bloquez, si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, il y a quelque chose qui ne marche pas ou quoi que ce soit, arrêtez de le faire, faites juste le suivre, faites juste regarder la destination en quelque sorte. La vidéo va être disponible en ligne. Vous pourrez à ce moment-là aller la voir sur YouTube. Je vais la découper aussi comme je l'ai fait avec les deux vidéos des semaines de transition. Donc, vous pourrez aller voir directement l'endroit où vous avez rencontré des difficultés et le refaire à ce moment-là. Si vous bloquez encore, je vous encourage à communiquer avec moi. Je vais pouvoir vous aider, je vais vous dépanner. Puis, je pourrais peut-être même faire une intervention sur votre ordinateur si on a besoin ou du moins voir votre ordinateur puis vous dire précisément quoi faire et à quel moment. Donc ça va être en ce qui concerne le contenu d'aujourd'hui. Le but, c'est de vous donner le plus vite possible accès à une plateforme d'apprentissage. C'est pour ça que je vous ai donné accès à vos serveurs web dès maintenant pour que vous puissiez commencer à travailler, à expérimenter, à jouer, à faire des choses un peu comme si vous étiez dans un bac à sable, comme on a discuté la semaine dernière, puis que vous puissiez commencer à apprendre la création de contenu pour le web. Donc, voilà, vous ne pouvez rien briser. On va se donner des balises, on va se donner une façon de fonctionner pour être certain que vous ne brisez rien. Je vais vous demander d'éteindre vos micros. S'il vous plaît, j'entends une chaise qui griche. Si vous pouviez éteindre les micros, j'apprécierais. Sinon, je pourrais peut-être le faire moi-même en fermant les micros de tout le monde, mais j'aimerais mieux que vous le fassiez individuellement. Donc, essentiellement, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir un environnement qui est assez stable, qu'on fonctionne tous de la même façon. Puis, je reviendrai un petit peu plus tard, plus en détail, quand on va être rendu là dans la présentation. Le courriel sur Office 365. Vous avez deux adresses courriel auxquelles je peux vous écrire présentement. En fait, vous en avez trois en réalité. Je pourrais vous écrire sur Colnet. Je peux vous écrire à votre adresse Office 365. Ça, c'est votre code DA, donc 2020 avec 5 chiffres ou 2018 avec 5 chiffres à commercial edu.clg.qc.ca. Puis la troisième adresse, c'est l'adresse qui est présente dans Moodle. Pour votre information, l'adresse courriel qui est présente dans Moodle, elle est publique. Tous les profs peuvent l'avoir. On peut vous écrire à cette adresse-là, mais des fois, c'est l'adresse que vous avez rentrée ou que vos parents ont rentrée au moment de votre inscription au collège. Donc, ça se peut que ce ne soit pas une adresse qui est à jour. Pour cette raison-là, moi, ce que je vais privilégier pendant la session, ça va être d'utiliser votre adresse Office 365. Donc, votre code DA à commercial edu.clg.qc.ca. Pour accéder à vos courriels, c'est aussi simple que d'entrer l'adresse qui est à l'écran présentement. Donc, office365.clg.qc.ca. Et la première fois que vous allez accéder, vous allez devoir vous créer un mot de passe. Et une fois que vous allez avoir suivi la procédure pour pouvoir vous créer un mot de passe, vous allez avoir accès très facilement. Puis ça va vous donner accès à tout votre environnement Office, donc la suite Word, Excel, PowerPoint en ligne, tous ces documents-là. Et ça vous donne accès aussi à votre courriel. Donc, c'est un environnement que je vous encourage à apprendre à utiliser.
Puis c'est la clé en réalité qui vous donne accès à l'installation d'Office sur votre ordinateur portable. Si vous n'avez pas Office, je vous encourage à l'installer. Il est disponible gratuitement pendant tout votre séjour au collège, donc vous allez pouvoir le faire. Je vais vous rendre disponible un lien vers une vidéo de 2 minutes 30, 3 minutes environ sur la procédure pour pouvoir accéder à ce compte-là et comment créer votre mot de passe. Et si jamais vous avez des difficultés, je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler la ligne d'aide 450-241-AIDE, 450-241-AIDE. AIDE, c'est 2433. Donc, si vous appelez ce numéro-là, ils vont pouvoir vous aider, vous dépanner. Puis, si jamais c'est des problèmes avec votre compte, ils vont vous diriger vers l'informatique pour que l'informatique puisse défaire ou régler le problème en fin de compte avec votre compte ou votre accès. Alors, voilà en ce qui concerne Office 365. Maintenant, juste comme ça, ce que je mentionnais tout à l'heure à propos d'Office 365, moi, je vais privilégier cette adresse-là. Donc, comme je le mentionnais, c'est important non seulement de créer votre premier accès, créer votre mot de passe, mais aussi profitez-en pour installer une application de messagerie qui vous convient bien ou pour configurer votre application actuelle sur votre téléphone pour pouvoir avoir accès à vos courriels. Comme ça, vous allez les avoir facilement sur votre téléphone ou votre tablette. Puis sur votre PC, c'est très facile. Vous faites juste vous connecter à office365.clg.qc.ca. Une fois que vous allez avoir créé votre mot de passe, vous allez juste rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, puis vous allez être dans votre environnement directement. Dernier point, si sur votre ordinateur, vous avez le logiciel Outlook, vous pouvez aussi lancer Outlook, vous connecter et l'utiliser pour accéder à vos messages si c'est une façon de travailler qui vous convient mieux. Ça sort du cadre de notre cours, mais c'est une façon qui est efficace de travailler. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je pourrais vous rendre des ressources disponibles pour que vous puissiez savoir comment le faire facilement. Voilà. Les lectures cette semaine. Donc, à partir de maintenant, j'utilise notre plateforme WordPress pour pouvoir vous diffuser le matériel du cours. Donc, on va voir ensemble que j'ai commencé à publier le matériel pour la semaine 1. Vous avez quelques lectures à faire cette semaine. Ce n'est pas des lectures qui sont longues, c'est des lectures aussi dans lesquelles j'essaie le plus possible de suivre les règles de rédaction web, mais je dois m'en éloigner un petit peu des fois parce que c'est quand même des notes de cours. Fait que des fois, pour le web, il va falloir encore être plus court, plus bref, plus concis. J'essaie quand même d'appliquer ces normes-là pour vous donner un exemple de ce que ça donne, du contenu bien découpé avec des petits bouts de phrases, des titres et ainsi de suite, des listes à puces désencadrées. Mais c'est déjà un petit peu plus long que ce qu'on voudrait avoir normalement sur le web. Donc, j'essaie de m'en approcher peut-être à peu près à 80%. Alors, sans plus tarder, je vais juste aller voir les lectures pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, si je clique sur mon lien ici, normalement, je devrais passer à mon navigateur. Oh, c'est pas ça que je veux. Attendez un petit instant. Vous allez voir tout le bruit qui se passe dans ma tête si je fais ça. Vous allez voir les centaines d'onglets que je peux avoir d'ouverts en même temps. Voilà. Donc, vous voyez une page blanche en ce moment avec un petit point qui tourne pour le chargement. Je ne sais pas pourquoi ma connexion est lente comme ça, mais normalement, on devrait arriver sur les notes de cours très bientôt. Vous voyez bien les notes de cours? Oui, monsieur. Donc ici, on est sur 412z21.pourlebureau.com, / semaine, / 1. Cette page-là est accessible si vous venez dans le menu, dans la navigation. Vous allez tout simplement passer votre souris au-dessus de cours et vous allez voir semaine 1. Au fur et à mesure que la session va avancer, je vais faire les mises à jour pour mettre semaine 2, semaine 3, semaine 4 et ainsi de suite. Et je vous donne un exemple. Ici, le contenu de cette semaine, le premier article, c'est « Comprendre l'Internet et le Web ». On va tout de suite commencer à regarder ça d'un point de vue WordPress. Qu'est-ce que ça comporte? Donc, ce qu'on a ici, c'est une image à la une qui représente l'article ou le contenu de l'article.
Alors, comprendre l'Internet et le Web, découvrir la différence entre les deux et comment ils fonctionnent. Donc, c'est un article assez bref qui va vous expliquer qu'Internet et le Web, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement pareil. Ce qu'on voit ici en bleu, comprendre l'Internet et le Web, c'est un titre, donc c'est le titre de l'article. Ce qu'on a ici en dessous, c'est un aperçu, en fin de compte, qui ne devrait jamais faire beaucoup plus qu'une ligne ou 2 lignes maximum pour nous donner un aperçu de l'article, puis dire au lecteur si c'est bel et bien ça qu'il cherche, lui confirmer que c'est bien ce qu'il voulait trouver, et ensuite, s'il veut en lire davantage, il va pouvoir cliquer sur un bouton « Lire la suite ». Vous allez apprendre à faire ça au complet dans WordPress, c'est très facile. Ce qu'on retrouve en dessous ici, il y a 2 petites icônes. Il y a une icône de dossier puis il y a une icône d'étiquette. L'icône de dossier, ce sont des catégories dans WordPress. On va revenir à ça, comment on crée une architecture de l'information, comment on crée des catégories, comment on crée des étiquettes, à quoi elles servent, c'est quoi la différence entre les deux. Mais en gros, ici, cet article-là a 2 catégories. Il y a la catégorie HTML et CSS, puis il y a la catégorie semaine 1. Internet et le Web, c'est une étiquette qui a été attachée à l'article pour lui donner des mots-clés qui concernent le contenu de l'article. Semaine 1, ici, étant une catégorie, si je clique là-dessus, je vais avoir le même résultat que si je clique à l'intérieur de mon menu de navigation en cliquant sur Semaine 1 ici. Ça m'amène dans la catégorie de mes articles. Je vois un message à l'effet que ma connexion Internet est instable. Ce n'est pas très rassurant. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, ça va m'amener sur /semaine-1 comme ça, et c'est de cette façon-là que je vais voir tous les articles qui concernent la semaine 1 parce que si on leur donne tous la même catégorie, ils vont apparaître en même temps. Le deuxième article que vous avez à lire cette semaine, c'est « Mieux utiliser votre navigateur ». Le troisième, c'est « Utiliser un éditeur de texte ». Donc, dans « Mieux utiliser votre navigateur », vous allez apprendre des trucs, vous allez apprendre un petit peu de vocabulaire aussi, comment s'appellent les différentes parties de notre navigateur, parce que en créant du contenu pour le web, je vais souvent référer à la barre d'adresse, la barre de titre, des trucs comme ça, donc c'est important, ou les onglets, etc. C'est important de connaître ces parties-là dans notre navigateur par leur nom pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. On va aussi voir utiliser un éditeur de texte. C'est un article qui vous explique un peu c'est quoi la différence entre un éditeur de texte et un traitement de texte. Donc, c'est pas pareil. Un traitement de texte comme Word va nous permettre de créer des documents qui sont très riches avec des mises en forme, du gras, de l'italique, des différentes polices de caractères, alors que l'éditeur de texte va nous permettre de créer seulement du texte comme tel. Donc, vous allez voir la différence entre les deux dans cet article-là. Et vous avez une liste aussi qui vous indique les différents éditeurs de texte que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer du contenu. Ensuite, on commence vraiment l'aspect contenu pour le web. Il y a 3 langages essentiels pour créer du contenu sur le web. Nous, pendant la session, on va en découvrir 2, puis on va faire un petit atelier sur le 3e, mais le cours ne porte pas du tout sur celui-là. Donc, dans le cadre du cours, on va découvrir HTML, notamment la version 5 d'HTML, qui est la version actuelle et perpétuelle d'HTML à partir de maintenant. On va voir un petit peu de CSS pour faire la mise en forme de nos documents. Et finalement, on va voir un petit atelier sur JavaScript pour comprendre ce que ça fait, comprendre l'interactivité que ça ajoute à nos pages web, puis que vous compreniez comment vos applications web, les applications riches que vous utilisez peuvent fonctionner grâce à JavaScript. Mais on ne va pas aller très loin. On va juste voir c'est quoi, parce que là, c'est de la vraie programmation. Puis ce serait notre département d'informatique à ce moment-là qui donnerait un cours comme celui-là sur JavaScript. Je le recommande d'ailleurs, ce serait super le fun si c'était créé. Ce serait une belle suite à votre cours complémentaire actuel si notre département d'informatique faisait ça éventuellement. Je vous ai créé une petite page sur les ressources sur HTML, CSS et les autres, dont la médiagraphie du cours. Donc, sans plus tarder, je vais m'en aller sur la prochaine chose. Donc, la médiagraphie du cours. Je vous ai préparé une médiagraphie et donc, basée sur ce que je vous avais montré la semaine dernière, le fichier Excel, vous vous souvenez, avec les filtres, les tableaux, tout ça, c'est un fichier personnel que moi, j'utilise pour pouvoir travailler puis construire ma médiagraphie. Mais en utilisant WordPress, je me suis dit, pourquoi pas utiliser WordPress, un gestionnaire de contenu, pour leur rendre la médiagraphie disponible avec des images, les pages couvertures de livres et ainsi de suite, puis d'avoir une boîte qui leur permette de
filtrer, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux voir ce qui est possible de faire ou de créer sur le web avec WordPress si je le fais. Donc, je vous ai créé la médiagraphie. Sans plus tarder, je vais aller vous la présenter. Je vais retourner sur le site web. Si vous avez des questions, soit dit en passant, je vois passer des petits pop-up. Je ne vais pas voir le chat, par exemple. S'il y a des questions qui sont importantes ou que je devrais répondre, je vous encourage à peut-être juste attirer mon attention avec un marque, j'ai une question. Et ça va me faire plaisir de prendre une pause et de répondre à vos questions. C'est comme si on était en classe, je verrais les points d'interrogation dans vos yeux. J'arrêterais, je pourrais faire une intervention puis vous poser la question, mais là, vous devez être un petit peu plus proactif et me le dire. Même si vous êtes nombreux en ligne, soyez pas gênés. C'est jamais tout le monde qui va intervenir en même temps. Ça va jusqu'ici? Est-ce que je peux continuer? C'est juste pour je vous vais dire, prendre monsieur. ce silence comme un oui. Et je vais continuer. Donc, dans la section pour bien débuter ici, vous avez un lien vers le plan de cours et vous avez médiagraphie. Et si vous cliquez sur médiagraphie, vous allez arriver sur la médiagraphie du cours que je vous ai préparé. Et là, vous allez voir essentiellement tous les ouvrages. Soyez pas intimidés, ce ne sont pas tous les livres que vous allez avoir à lire pour pouvoir suivre le cours. Par contre, ce sont les livres auxquels moi, je vais faire référence dans mes notes de cours. Ce sont les livres que moi, je consulte pour pouvoir préparer les présentations, les notes de cours, les articles dans mon site WordPress et ainsi de suite. J'ai environ une vingtaine de livres, 20-25 livres qui concernent votre cours et ils sont divisés par sujets. Les sujets que j'ai créés sont les suivants. Donc, il y a conception de site web, écriture pour le web, HTML et CSS, donc tout ce qui concerne le code comme tel, ça va être dans cette catégorie-là. PowerPoint, pour quand on va utiliser PowerPoint pour pouvoir créer nos images à la une. Soutien technique. Et puis, WordPress. Donc, si, par exemple, je m'intéresse particulièrement à la conception de site web, je vais juste cliquer là-dessus. Vous allez voir le filtre qui va s'appliquer. Je vais me retrouver avec seulement deux livres. Et si, au contraire, je veux m'intéresser à l'écriture pour le web pour savoir comment composer mon article, je vais Marc, faire je pense qu'il y a quelqu'un avec écriture une pour le web. question. Puis là, je vais voir les quatre Je sais pas si livres. c'est parce Donc, que celui vous qu'on va êtes... utiliser le plus, c'est Est-ce celui que de vous êtes Canivet defen ici. quelque chose? Letting Go of the Words, c'est Ah, à ce qui peu nous près entend la pas. meilleure référence que vous Non, puissiez pas en tout. avoir en ce qui concerne Moi, je trouve ça devrait avoir Wow. ça, là. rédaction de Non, contenu pour le web. J'ai une question. J'ai quelqu'un qui a levé la main. Marc-Antoine Laroche, Bon. tu as une question? Ouais, vous nous entendez pas? Ouais. Il faudrait activer ton micro, Marc-Antoine, pour qu'on puisse t'entendre. Il est ouvert. À moins que ce soit dans le chat, si tu n'as pas de micro. Vous entendez Oh, pas? dans le chat, on est rendu à 100 Good messages. Lord. J'espère que c'est pas toutes des questions auxquelles je vais Allô? devoir répondre. Peut-être qu'il y en a qui chattent Y directement est-il sur Defen? dans la boîte pendant le cours. Allô? Test. Donc, Marc-Antoine, est-ce que tu as une question spécifique? Non, il ne nous entend pas. Allez voir. Monsieur, nous entendez? Wow. Alexandre, je vais juste chercher Marc-Antoine un instant. Aïe, aïe. Ok, non, je pense que... Il me semble que l'enregistrement après, ça va être un peu weird. Ouais. My God. Il y en a qui vont rire d'après moi. Ça va rire pas à peu près. Là, je vais Oh my. je vais faire un gros plan sur ma joue ici qui est sur le point de venir rouge. Vous entendiez pas, il y avait quelqu'un qui avait eu une question, puis vous avez fait « Ah, ben il y a personne qui parle, fait qu'on va continuer. » Ouch! Et Puis ça là, a on a comme continué tous après, commencé ouais. à crier dans le micro. Ouch! Bah, c'est pas C'est grave. une tristesse. Hey, Ça va est-ce qu'on aller, recommence tout? Pas grave, gang, Ben, on ouais, est c'est un tous peu ici. déconcentré le cours. Un peu, mais il y avait quelqu'un qui avait une question, d'après moi, il faudrait commencer par elle. Allez-y avec la question. Je suis vraiment désolé. Je vais porter une plus grande attention. Puis je vais peut-être devoir. En fait, je me disais, je voyais passer les pop-up dans le chat, puis je me disais, ben si jamais il y a s'il y a une question vraiment importante, quelqu'un va me dire quelque chose. Mais là, j'aurais dû porter une plus grande attention à ce silence qui tuait, puis me rendre compte que j'étais même pas branché. Je suis absolument désolé. Donc oui, la question. C'était moi, c'était pas tant de questions, mais plus un commentaire. J'ai juste remarqué, je sais pas si c'est à cause de votre Internet, mais il y a des longs moments où ça lag. Puis ensuite, c'est comme si vous étiez un petit robot, là, puis comme tout se disait super, super vite, en accéléré. Ouais, c'est ça.
Je vais voir quand je vais faire le montage de la vidéo s'il y a des parties qui sont vraiment pas claires, je vais les préciser. Puis je ferai peut-être des petites capsules vidéo en asynchrone à ce moment-là. Vous aurez sans doute, pendant la session, il va y avoir un mix des deux. Là, je vais faire des petites capsules vidéo asynchrones qui vont vous permettre d'avoir du contenu qui ne sera pas en direct. Vous allez pouvoir l'écouter en différé, mais au moins, ça va vous donner accès à du contenu de cette façon-là. Parfait. Puis, lorsqu'on a une question, est-ce que vous préférez qu'on fasse une réaction? Oui, en fait, vous voyez avec Marc-Antoine qui a levé la main tantôt, j'ai eu un vrai pop-up qui me dit « A levé la main ». Je le vois mieux de cette façon-là, là, surtout si le chat, ben là, ça s'est emballé évidemment avec mon erreur, mais c'est que le chat, si vous intervenez, je vais vous demander peut-être si vous chattez entre vous de le faire en privé. Si vous avez des questions à vous poser ou quoi que ce soit, faites-le en privé pour éviter que je le vois. Mais si j'avais qui me parle en ce moment? Quel est ton prénom? Moi, c'est Myriam. Myriam, est-ce que tu accepterais d'être ma modératrice pour aujourd'hui, mon assistante qui va regarder dans le chat, puis si jamais tu vois une question qui est importante en lien avec le sujet actuel, fais juste attirer mon attention sur le fait qu'il y a une question. Tu peux me dire, on a une question tu nommes la personne, puis tu lis la question à ce moment-là. Ou encore, si quelqu'un lève la main puis je le rate, ben, attire mon attention, puis à ce moment-là, je vais pouvoir mieux répondre à vos questions. Bien oui, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Myriam. Donc, je vais continuer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je continue? Ça s'est bien passé pour les notes de cours, les lectures, ces choses-là, c'était clair pour tout le monde? OK. On va retourner tantôt, on va aller voir un article plus précisément. Alors, vous allez voir un peu là, comment c'est construit le contenu sur un article WordPress, puis ce qu'on va voir et faire à travers la session. Écriture pour le web, donc c'était mon dernier filtre. J'étais sur ce filtre-là. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que si je m'intéresse à un sujet en particulier, chaque fois, vous allez avoir le filtre qui va s'appliquer. Ce que vous voyez en ce moment avec la petite animation, le filtre, les tris, ces choses-là, c'est pas quelque chose que j'ai développé ou que j'ai programmé. C'est une extension dans WordPress que j'ai installée, puis en remplissant des éléments de contenu qui sont des livres au lieu d'être des articles ou des pages, bien, je suis en mesure de vous créer une médiagraphie qui est plus dynamique, qui est plus interactive. Donc, dans WordPress, il y a presque toujours quelque chose qui existe pour pouvoir vous permettre de rencontrer le besoin que vous avez pour vos lecteurs ou pour les personnes qui vont consulter votre site web. Le plugin que j'utilise ici ou l'extension que j'utilise ici pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre pour faire, par exemple, des chroniques sur la musique, sur des albums ou bien sur les vins ou autres. Donc, ça peut être utilisé de façon différente. Il suffit juste de réfléchir un peu à ce qu'on veut faire. On va s'en parler la semaine prochaine, il faut toujours penser à notre cible. Il faut penser à ce qu'ils veulent, à ce qui les intéresse, puis il faut penser au contenu qu'on veut nous publier, puis essayer d'être constant dans le contenu qu'on va publier pour avoir une bonne stratégie qui va faire en sorte que ce que l'on va publier va être clair pour les gens à qui on s'adresse. Voilà en ce qui concerne la médiagraphie du cours. Donc, elle est toujours disponible dans la section pour bien débuter. Puis, je vais peut-être aussi la mettre à la fin de cours pour qu'elle soit vraiment facile d'accès. Puis, en tout temps, de toute façon, dans votre barre d'adresse, si j'y reviens pendant une seconde, dans votre barre d'adresse, vous faites juste ajouter au bout de pourlebureau.com, vous allez ajouter / médiagraphie, pas d'accent. Fait que juste en faisant ça, sans cliquer sur un élément de menu ou quoi que ce soit, vous allez arriver au bon endroit sur la médiagraphie. Voilà. Internet et le web. Je vais maintenant vous faire une brève présentation qui va faire deux choses en même temps. Je vais vous parler un peu de la différence entre Internet et le web, comment ça fonctionne, tout ça, puis qu'on se donne un petit peu de vocabulaire commun à tout le monde pour qu'on sache de quoi on parle. Puis en même temps, on va voir comment est construit un article dans WordPress pour que vous puissiez voir les différents éléments qu'il y a à l'intérieur de ça, puis comment on devrait publier le matériel. Donc, je vais venir sur ma page de cours. Je retourne dans ma navigation, cours, semaine 1. Myriam, j'ai vu passer quelques pop-up. Est-ce qu'il y a des questions qui me concernent en ce moment? Non, rien, tout est beau. Okay, merci beaucoup. Plaisir. Donc, je m'en vais sur la semaine 1. Et j'ai effectivement un enjeu avec ma connexion Internet parce que c'est pas normal que ce soit aussi long. Normalement, la réponse va être beaucoup plus rapide.
Et on va se diriger ensuite, après la semaine 1, je vais voir comprendre l'Internet et le web. Je peux soit cliquer sur l'image qui va m'amener sur l'article. On peut toujours cliquer sur l'image à la une ou bien cliquer sur lire la suite. Donc, voilà. Définition et utilité. Donc, on dit que l'Internet est un moyen de relier tous les ordinateurs entre eux et de s'assurer que le lien perdure, peu importe les problèmes qui pourraient toucher le réseau. Donc, l'idée, c'est qu'Internet a été créé pour faire en sorte de donner accès à des documents à des ordinateurs distants, des ordinateurs qui sont situés d'une université à l'autre au début, d'un centre de recherche à l'autre au début, éventuellement entre entreprises, puis dans les années 90, c'est devenu disponible pour le marché grand public. Je vous fais un petit résumé très rapide, puis je ne veux pas ennuyer ceux qui étudient en informatique ou qui connaissent déjà tout ça, mais je veux qu'on soit sur la même page pour les essentiels du cours. Quand on parle de mettre 2 ordinateurs en réseau, bien, si j'ai 2 ordinateurs, l'ordinateur A et l'ordinateur B, puis que je veux les mettre en réseau, je peux passer un fil directement entre les deux, par exemple, puis là, je pourrais échanger des données entre les 2 ordinateurs. Quand je parle d'échanger des données, je parle de transmettre un fichier, transmettre un message, des trucs comme ça. Donc, ça peut être des données numériques, ça peut être des données texte, etc., des images. Et l'idée, c'est qu'en mettant mes 2 ordinateurs en réseau, je suis capable de les amener à partager des données. Ça, les premières bases qui ont été créées de ça, c'est dans les années 60. En fait, dès les années 50, le besoin est devenu criant de dire, bien, si on a 2 machines différentes, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse lire les données qui sont une sur une à partir de l'autre. Dans les années 60, ça s'est formalisé un petit peu, puis là, il y a eu des projets qui ont été mis en place pour pouvoir créer l'Internet. Si j'ai 10 ordinateurs puis que je passe un fil vers les 9 autres ordinateurs, donc chaque ordinateur a 9 fils qui partent vers les autres, je vais me retrouver rapidement avec une toile comme ça qui n'a aucun bon sens. Donc, vous imaginez dans un bureau, là, si c'était construit de cette façon-là, il y aurait plein de fils. Ici, on a 45 fils requis pour pouvoir connecter 10 ordinateurs ensemble. Donc, c'est ridicule, ce n'est pas une façon de fonctionner. Alors, ce qui a été inventé dans les années 60-70, c'est l'idée d'avoir une petite machine au milieu qui s'appelle un routeur qui va permettre de transmettre des messages d'un ordinateur A à un ordinateur E. Pensez au petit routeur qui est au milieu comme un bureau postal en quelque sorte. Donc, les messages partent, ils ont une en-tête, ils ont du contenu. Le routeur va dire « Ah, ça s'en va à l'ordinateur E, il va l'envoyer au bon endroit. Puis s'il y a une réponse à recevoir, l'ordinateur E va envoyer sa réponse avec une en-tête puis du contenu qui va s'en retourner vers l'ordinateur A. Donc, le routeur ici est vraiment la base de toute la réseautique. Puis vous voyez qu'on est passé de 45 fils à 10 fils, ce qui est une économie considérable en termes de fils et de bruit. De la même façon, si j'ai plusieurs routeurs avec des réseaux différents, bien, je peux connecter des routeurs entre eux. Alors, mon routeur ici va être connecté à un autre routeur. Les deux vont connaître les ordinateurs qui sont derrière eux. Alors, si A veut envoyer un message à E, bien, mon petit routeur qui est ici va le savoir directement. Quel endroit est situé E. Par contre, si A veut envoyer un message à J, bien, ce routeur-là ici va savoir que ce n'est pas lui qui a J. Il va aller poser la question à l'autre, puis il va dire, bien, voici le message avec l'entête pour l'ordinateur J. Et de cette façon-là, mon message va pouvoir se transmettre de A à J de façon assez facile. Si on a plusieurs routeurs, bien, de la même façon qu'on pouvait connecter des routeurs entre eux, des ordinateurs entre eux tantôt, bien, on peut mettre un routeur au milieu de d'autres routeurs. Et là, bien, ça devient une espèce de réseau de routeurs à la place, un genre de réseau de bureaux postaux qui vont tout simplement gérer l'envoi des messages. Donc, si A veut envoyer un message à J comme tantôt, bien, son routeur va savoir que lui ici a de l'information à ce sujet-là. Celui-ci va savoir que ça se passe sur le prochain routeur. Puis le prochain routeur va dire « Ah, ben oui, J, c'est moi qui l'ai » et il va recevoir le message. Il va pouvoir faire sa transmission comme ça, aller-retour, assez facilement. Et c'est de cette façon-là, essentiellement, que l'Internet est né. Quand plusieurs réseaux ont commencé à se mettre en réseau entre eux, on s'est retrouvé avec des fournisseurs de services comme Bell, Vidéotron, Cogeco, qui ont commencé à offrir des grosses piles de routeurs, essentiellement. Donc ici, mon ISP1, c'est Internet Service Provider, un fournisseur d'accès à Internet, un FAI en français. Donc, mon fournisseur d'accès à Internet qui est Bell peut être connecté à mon fournisseur d'accès à Internet qui serait Cogeco, par exemple. Et ils vont avoir leur grosse pile de routeurs. C'est des salles de serveurs qui sont pleines.
puis ils vont avoir toutes les connexions requises pour aider les entreprises à se mettre en réseau les unes les autres, ainsi que les individus. Donc, quand vous avez un accès à Internet avec Cogeco, Vidéotron ou Bell, en réalité, ce que ça vous donne, c'est un accès à leur réseau à eux, qui, lui, est connecté à Internet. Donc, vous avez accès à des millions d'ordinateurs ou des milliards d'ordinateurs à travers le monde en date d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, puis ce qu'il faut retenir, c'est que Internet, c'est une infrastructure essentiellement physique et logicielle aussi, mais surtout physique, qui permet de relier tous les ordinateurs entre eux. Donc ça, c'est Internet. C'est la toile d'ordinateur physique avec toutes les connexions requises et tous les logiciels requis pour faire en sorte que les paquets d'informations passent d'un ordinateur à l'autre. OK? Avant de passer au web, je vois que ça clignote dans le chat. Myriam, est-ce que j'ai des questions? Non, dans le fond, on fait juste parler d'un Discord avec le collège. Je ne sais pas si ça a rapport au cours. OK. Mais, Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question spécifique à ça ou c'était plus un échange avec les autres? Je pense que c'est un échange de savoir qu'il y a un nouveau Discord au collège. OK. Merci. Que le monde va aller voir ça après le cours. Ils se sont passés le mot. Ben voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez passé un papier en classe avec les informations, puis le petit papier a fait le tour de la classe, tout le monde le sait maintenant, pendant que le prof expliquait quelque chose. Qu'est-ce que le web? Ben, le web, c'est un service en réalité qui a été construit sur Internet. Le web est apparu dans les années 90. C'est des écoles en réalité et des centres de recherche, le CERN en Europe entre autres, où les gens avaient besoin de pouvoir transmettre et transférer des documents écrits avec du texte et de pouvoir lier les documents entre eux. Donc, Internet est l'infrastructure physique, puis le web, c'est un service qui est offert sur Internet. Mais il y a d'autres services qui sont offerts que le web sur Internet. Quand vous utilisez de la messagerie instantanée, par exemple, ou si vous utilisez du courriel, si vous utilisez des newsgroups, bien, tous ces services-là sont des services qui sont offerts par-dessus la couche physique qu'est Internet. Puis le web est un des services qu'on utilise. Le web, c'est des serveurs web à ce moment-là. Et les serveurs web, leur but dans la vie, c'est de fournir des pages. Donc, on a des serveurs web, on a des sites web. Des sites web, c'est des collections de plusieurs pages qui sont organisées entre elles, puis on a des pages web individuelles. Je vais vous inviter à lire le texte comme tel pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, tous les sites web vont avoir un nom de domaine. Et les noms de domaine, en réalité, c'est des noms qui sont élégants, du genre www.clg.qc.ca ou www.google.com, qui vont traduire derrière l'adresse IP, donc l'adresse de l'ordinateur. Dans les réseaux que je vous ai montrés tantôt, tous les ordinateurs ont une adresse, tous les routeurs ont une adresse et ainsi de suite. Donc, pour que ça fonctionne, cet adressage-là, bien, les bureaux postaux dont on parlait tantôt, les routeurs savent où acheminer les messages. Mais se connecter à une adresse qui ressemblerait à 173.194.121.32, c'est pas tellement élégant. Et étant donné qu'on utilise des ordinateurs, bien, il y a possibilité d'utiliser des noms à la place qui vont être traduits en adresse IP et qui vont faire en sorte qu'on va avoir accès. Donc, le nom que vous voyez quand vous voyez www.google.com, on parle d'une URL, OK? Et l'URL, c'est essentiellement l'adresse, c'est le Uniform Resource Locator, c'est le nom de l'adresse qu'on utilise pour pouvoir localiser une ressource sur Internet, que ce soit une page web, un document PDF, une image, tous les fichiers qui sont disponibles sur Internet vont être disponibles à travers une adresse, à travers une URL. Cette URL-là va être traduite en adresse IP qui va donner accès au serveur où est situé le contenu. Par exemple, google.com, ce serait l'adresse 173.194.121.32. C'est beaucoup plus facile pour nous de rentrer google.com, puis on n'a pas besoin de savoir que ça se cache dans les routeurs derrière. Ça permet aussi de faire en sorte, tout à l'heure, dans la première définition que vous avez vue en haut, on disait pour
pour qu'il y ait une espèce de redondance. Donc, si jamais il y a une panne d'un serveur à une place ou d'un routeur ou quoi que ce soit, il y a d'autres serveurs et d'autres routeurs qui prennent la relève, puis de façon tout à fait transparente, parfois avec des délais, parfois avec quelques secondes ou quoi que ce soit, votre message va faire son chemin, puis vous allez recevoir la page web quand même, puis vous n'aurez pas eu connaissance que vous êtes passé par un chemin différent. Une adresse spécifique à chaque ressource, bien, une adresse va ressembler à ça. HTTPS, c'est le protocole qui est utilisé. Vous allez souvent voir HTTP seul. Donc, HTTP, c'est le protocole qui permet d'offrir des pages web. HTTPS, c'est le même protocole, mais de façon sécurisée. Donc, dans du commerce électronique, par exemple, ou des applications où on transfère des données personnelles et ainsi de suite, on va vouloir avoir un protocole sécurisé où on va savoir que seulement l'envoyeur et le récipiendaire peuvent lire le message. Personne en chemin peut le lire. Ensuite, j'ai le nom de domaine. Je vais sauter par-dessus le www. J'ai le nom de domaine ici. Le nom de domaine, c'est site web. Puis le top level domain ou le domaine de haut niveau, c'est .com. Donc, sur le domaine de haut niveau.com, j'achète un nom de site web qui ici s'appellerait site web, par exemple, ou dans mon cas, supposons Marc Gagnon ou Marc Gagnon enseignant. Puis à partir de là, les gens vont pouvoir rejoindre un serveur à partir de l'adresse siteweb.com. Le www, il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours requis. C'est un sous-domaine en réalité qui vous permet d'accéder à une partie plus précise de ce site web-là. Je vous donne un exemple. Dans nos notes de cours à nous, j'ai 412Z21 ici, qui est un sous-domaine de mon domaine pour le bureau.com. Pour le bureau.com, c'est un nom de domaine qui m'appartient à moi. Puis 412Z21, c'est un sous-domaine qui me permet de diviser mon nom de domaine à moi pour mes différents cours. 412Z21, 412BEY, 412CA0 et ainsi de suite. Donc, chaque cours a son sous-domaine. À l'intérieur d'un domaine et d'un sous-domaine, je vais avoir des répertoires. Donc, ici, produit, c'est un répertoire. Et là, quand on parle de répertoire, on pense vraiment à un dossier dans un ordinateur. Quand vous êtes dans Windows et que vous créez un nouveau dossier, l'exercice qu'on a fait la semaine dernière et il y a 2 semaines, votre nouveau dossier, en réalité, c'est un répertoire. Puis sur un serveur ou sur un site web, bien, mon répertoire produit ici va contenir les pages qui sont des pages qui concernent des produits. Et ma page web va être gadget.html. HTML, c'est l'extension qui dit à mon navigateur web, c'est une page HTML, tu peux l'ouvrir, interprète-la correctement et interprète-la comme étant une page HTML. Puis gadget, bien, c'est son nom, évidemment. Tous les répertoires, habituellement, on va s'en reparler à quelques reprises, mais tous les répertoires, habituellement, devraient avoir une page spéciale qui s'appelle index.html. La page qui est index.html, son rôle dans la vie, ça peut être une page web qui est tout à fait normale. Ça n'a pas besoin d'être un index comme tel. C'est juste une page web qui va avoir du contenu à l'intérieur. Mais parce qu'elle s'appelle index, ce que le serveur web va faire, c'est quand il va voir une requête qui vient ou une demande qui vient sur siteweb.com/produit, s'il n'y a pas d'autre chose qui a été rentrée, il va regarder puis il va dire « Ah, moi j'ai une page index, je vais donner celle-là. » Alors, j'ai même pas besoin de mettre une page web après. Si j'ai une page index.html, automatiquement, siteweb.com/produit va me retourner la page index.html. On fera au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des exercices pour pouvoir le découvrir. Vous avez le détail de ce que je viens de vous expliquer juste ici en liste à puces, donc vous pourrez faire une petite révision. Et il va y avoir sur le site Moodle du cours, il va y avoir des quiz qui vont vous permettre de revoir cette matière-là de manière un petit peu plus interactive puis en vous questionnant pour savoir qu'est-ce qui est quoi. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça par rapport aux technicalités d'Internet. Si vous comprenez la différence entre Internet et le web, que un est une infrastructure physique qui relie des ordinateurs entre eux et que le web, c'est un service qui permet d'offrir des pages web, déjà, vous avez fait un gros bout de chemin. Puis si vous comprenez la notion d'adresse IP qui sont traduites en nom de domaine, vous avez aussi compris vous avez aussi fait un bon bout de chemin. Le dernier point qui est important pour vous à
bien comprendre, parce qu'on va être là-dedans pendant toute la session, c'est de savoir comprendre ou décortiquer un peu une adresse web comme celle-ci, qu'on appelle une URL. Donc, chaque fois que je vais vous parler d'une URL, ça va toujours être une adresse complète comme celle-ci, puis de savoir un peu comprendre c'est quoi les différentes parties. Question quiz assurée, question d'examen assurée, qu'est-ce que le .com, qu'est-ce que le www, qu'est-ce que le HTTP ou HTTPS, quelle est la différence entre les deux? C'est sûr et certain que je vous questionne là-dessus pour être certain que vous avez bien compris ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions à date à ce sujet? Non. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez me poser la question dès maintenant si vous avez une question à ce sujet-là. Ça se passe bien, donc je vais continuer. On va continuer avec la suite. Alors ça, c'est Internet et le web. Votre serveur web maintenant. Les serveurs web, ce sont des ordinateurs qui sont disponibles sur Internet quelque part et qui sont accessibles à travers une adresse IP, mais idéalement à travers un nom de domaine. Le nom de domaine que moi, j'ai réservé puis que j'ai acheté pour pouvoir vous offrir le cours, c'est pourleweb.ca. Donc, sur pourleweb.ca, ce n'est pas mes notes de cours. Sur pourleweb.ca, c'est nos serveurs web avec lesquels on s'amuse. En réalité, c'est un fournisseur Internet. Je vais juste aller vous le présenter. Donnez-moi un petit instant. C'est un fournisseur Internet qui s'appelle Liquid avec un K, donc liquid.com. Et quand je visite liquid.com, j'arrive chez un fournisseur de site web essentiellement ou un fournisseur d'hébergement web. Donc, ce qu'eux rendent disponible, ce sont des serveurs web. On peut acheter un nom de domaine. Donc, si vous avez une entreprise ou vous avez une intention de tenir un blog personnel, votre premier travail va consister à vous choisir un nom de domaine qui va être disponible sur un TLD, un top-level domaine de votre choix. Donc, par exemple, sur .com ou sur .ca ou .qc.ca ou le nom de domaine qui va faire votre affaire. Eux vont vous aider à faire votre recherche de nom de domaine. Quand vous allez l'avoir déterminé, vous allez pouvoir l'acheter. Et avec un hébergement web, habituellement, votre nom de domaine est inclus. Donc, vous payez un frais annuel ou mensuel, puis à l'intérieur de ça, il y a le nom de domaine que vous avez acheté qui vous est facturé. Liquid.com, c'est une entreprise de Mirabel. Donc, c'est une entreprise québécoise. Le président, qui s'appelle Patrice, a mis à notre disposition des serveurs web. Il a en fait créé un compte qui me rend, moi, un peu comme un fournisseur d'accès Internet. C'est comme si j'étais un mini fournisseur d'accès Internet et je vous rends donc 100 serveurs web disponibles. Vous en avez tous un, chacun individuellement. Ce ne sont pas des serveurs individuels que vous avez, par contre, ce sont des accès à un même serveur. Donc, on est tous sur le même serveur physique ou le même ordinateur dans leurs locaux à eux. Puis, on a tous chacun notre petit espace ou chacun notre petit carré de sable. Donc, sur cette plateforme-là, ce que j'ai créé, c'est un sous-domaine pour chacun d'entre vous. Donc, si j'utilise, par exemple, marc.pourleweb.ca, puis que je reviens à mon explication précédente, pourleweb.ca, c'est le nom de domaine que j'ai acheté pour pouvoir vous offrir des serveurs web. Marc, c'est mon nom de sous-domaine. Donc, c'est ce qui fait en sorte que moi, j'ai ma place. Vous avez tous un espace ou un serveur web à partir d'un nom qui a été créé avec les 7 premiers caractères de votre nom de famille et le premier caractère de votre prénom. Puis ceux qui ont des petits noms de famille plus courts avec 5, 4 ou 3 lettres, peu importe, bien, c'est l'inverse. Je prends les 3 premières. Si vous appelez Cyr, par exemple, bien, ça va être Cyr avec les 5 premières lettres du prénom. Donc, c'est toujours 8 lettres, puis ça vous amène là. Si je viens voir un site web, je vais avoir besoin d'un ou une volontaire, s'il vous plaît, et je vais demander, est-ce que Liberté est en ligne? Oui, je suis en ligne. Est-ce que tu acceptes que j'utilise ton site comme exemple? Oui, ben oui. OK. Donc, j'aurais besoin que tu me dises comment tu prononces ton nom de famille. Oui, comme ça. Comment tu le prononces? Comment je le prononce? Abou. Abou? Ouais. Voilà. Donc, Liberté s'appelle Abou, son nom de famille, donc c'est aboulib.pourleweb.ca. Et si j'appuie sur Enter maintenant, je vais arriver sur une page qui me dit Forbidden. Et ça, je l'ai écrit dans le message que je vous ai envoyé hier, c'est très bon signe. Ce que ça veut dire, c'est que
Si je reçois ça comme message, ça veut dire que j'atteins le serveur web de Liberté, puis ça nous dit que j'ai pas accès au répertoire que j'essaie d'atteindre. C'est-à-dire, en ce moment, je suis en train d'essayer d'atteindre la racine de son site web. La racine, quand je vais vous dire ça pendant la session, la racine, c'est toujours le site web sans barre oblique ici. Il n'y a rien après. Donc, .ca, .com, on est à la racine, on est au début du site web. D'accord? Alors, si j'écris n'importe quoi dans ma barre d'adresse, supposons que je m'en viens ici et j'écris vraiment n'importe quoi avec des chiffres .com, je vais arriver sur une page qui va me dire « nous ne parvenons pas à trouver ce site ». Donc, ça, c'est un site qui n'existe pas. Mon routeur à moi a fait une demande à mon fournisseur de services pour dire est-ce que tu trouves ce nom de domaine-là quelque part? Il n'y a personne qui a pensé de réserver ce nom de domaine-là à date. Je ne comprends pas pourquoi. Ce qui fait en sorte que je reçois un message d'erreur qui me dit ce site-là, ça n'existe pas. Tandis qu'ici, ce n'est pas le même message d'erreur du tout. J'atteins un serveur, mais le serveur me dit tu n'as pas le droit d'accéder à ce répertoire-là. Pourquoi? Juste parce que le répertoire est vide pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de fichier index.html, donc je reçois un message qui dit « Forbidden ». Tous vos serveurs web, s'ils fonctionnent en ce moment, puis c'était le premier exercice hier dans la petite liste, je pense que je vous ai donné 3 petits exercices à faire. Le premier exercice, c'était de vérifier votre accès. Si vous n'avez pas le message « Forbidden », si vous recevez une page qui ressemble à celle-là à partir de l'adresse que je vous ai envoyée, j'ai peut-être fait une erreur dans la configuration de votre serveur, donc ça va être important de m'écrire pour que je puisse le savoir. Vous m'envoyez un message à partir de votre adresse 365 à marc.gagnon@clg.qc.ca. Si vous avez ce message-là, excellente nouvelle, vous êtes directement au bon endroit. La deuxième chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que j'ai accès à mon panneau d'administration? Parce que si j'ai un serveur web, je voudrais pouvoir l'administrer. Et ça, vous allez l'atteindre tout simplement en ajoutant les lettres, le caractère 2 points ici. Donc, ce n'est pas une barre oblique, c'est un 2 points. Et je vais rentrer un chiffre 2083. Et ce que je fais quand je rentre 2083 comme ça, c'est que je suis en train de lui dire à mon serveur web, rentre sur la porte 2083. Rentre par la porte 2083, qui est un port Internet finalement ou un port de mon serveur web qui dit je veux avoir accès au serveur web, puis je vais avoir accès par cette porte-là. Donc, je fais entrer et j'arrive directement sur j'arrive directement sur l'adresse de connexion de Liberté. Est-ce que je peux me servir de ton serveur Liberté pour pouvoir continuer la démonstration? Oui, mais est-ce que vous l'avez avec vous? Parce que je ne l'ai pas. Oui, j'ai tout ça à portée de main. Oh, ça va être super facile à cause que j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Donc, ce que je vais rentrer ici dans mon nom d'utilisateur, quand vous arrivez sur cette page-là, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, donc ce que je vous ai envoyé dans votre courriel d'hier, qui est exactement le même que le début. Donc, votre sous-domaine puis votre nom d'utilisateur, c'est la même chose. En informatique, puis sur le web, puis tout le kit, on ne ferait pas nécessairement quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas que c'est une bonne pratique de faire ça, mais dans le contexte d'un cours où on veut avoir des bacs à sable pour pouvoir se pratiquer, c'est convenable, c'est correct. On va le faire de cette façon-là. Je vais juste aller chercher ton site web. Ton mot de passe, ce ne sera pas très long. Donc, si tout se passe bien, je vais copier le mot de passe et je vais me connecter. J'ai la petite boîte qui devient verte, puis maintenant, j'ai accès. En haut à gauche, vous allez voir 6 panneaux. Quand vous arrivez ici, c'est un deuxième succès dans votre devoir, dans votre premier devoir. Ça veut dire que vous avez accès à votre panneau de contrôle, à votre cPanel pour le cours ou pour votre serveur web. Ça, c'est votre serveur web. Et ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire sur un serveur web. Ici, j'ai le gestionnaire de fichiers qui va être une des 2 choses qu'on va utiliser le plus dans le cadre du cours. Ça va être notre gestionnaire de fichiers. Les images, la confidentialité du répertoire, des comptes FTP, de la sauvegarde, WebDisk. Si je voulais, par exemple, avoir un genre de Google Drive ou de OneDrive directement ou Dropbox directement sur mon serveur, je pourrais le faire. C'est un WebDisk, donc je pourrais configurer ça ici pour pouvoir l'utiliser. Donc, il y a plein de services différents qui vont, vous voyez ici, tout ce qui concerne le courriel. Donc, il y a plein de choses que je pourrais faire. Dans le cadre du cours, on va utiliser seulement 2 choses. Ce qu'on va utiliser, ça va être le gestionnaire de fichiers ici, qui est
comme un gestionnaire de fichiers dans Windows. Puis la deuxième chose qu'on va utiliser en bas complètement, il y a un installateur qui s'appelle Softaculous Apps Installer. Donc, Softaculous, c'est son nom. Apps Installer, ce que ça veut dire, c'est un App Store en quelque sorte, OK, comme le App Store d'Apple. Et vous allez pouvoir cliquer ici sur WordPress pour pouvoir installer WordPress. Ne le faites pas pour l'instant, s'il vous plaît. Et j'ai écrit un message à ceux qui sont expérimentés ou qui étudient en informatique. J'aimerais, pour m'aider, que vous vous reteniez pour l'instant de faire des choses sur votre serveur web. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire et où le faire, de quelle façon. Si on garde nos serveurs web tous dans le même état, ça va me simplifier la vie pour pouvoir vous offrir du soutien. S'il y a plein de choses qui sont changées, s'il y a plein de configurations qui sont changées et ainsi de suite, ça va être plus difficile pour moi de pouvoir vous aider. Puis, à la limite, ce qui pourrait arriver, c'est que j'ai besoin éventuellement de supprimer un serveur web pour le réactiver afin de revenir à zéro. Mais à ce moment-là, vous perdriez tout ce que vous avez fait jusque-là dans la session. Donc, si vous êtes expérimenté, vous allez pouvoir installer des applications, mais je vais vous dire comment le faire, où le faire. Vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir créer du contenu pour le web dans votre gestionnaire de fichiers. Je vais vous expliquer encore une fois où le faire, comment le faire. Puis en ce qui concerne tout le reste, je vais vous demander de juste l'explorer un petit peu, mais de rien faire comme mise en place de service ou quoi que ce soit, parce qu'on veut toujours garder un environnement, évidemment, qui est assez facile à gérer. Si jamais il y avait des problèmes ou quoi que ce soit avec un compte, je vais être obligé de le résilier tout simplement pour enlever l'accès de ce compte-là. Alors, ce ne serait pas intéressant. Donc, faites juste utiliser la ressource que je mets à votre disposition de façon le plus responsable possible. Pour votre information, cet aspect-là, c'est une grosse différence entre le cours de cette année et le cours de l'année dernière. Le cours de l'année dernière, j'ai donné accès au serveur web à peu près au mois d'octobre. Puis les gens m'ont dit à la fin, haut et fort, on devrait avoir accès à nos serveurs web dès le début. Ce serait le fun au cours 1, 2 ou 3 d'avoir accès au serveur web. Fait que je me suis dit, ben si c'est ça qu'ils veulent, pourquoi pas faire 1 tant qu'à faire 2 ou 3. Donc, vous avez déjà accès à votre serveur web dès maintenant. Le gestionnaire de fichiers, donc, si je m'en viens dans ma présentation. Alors ça, c'était pour l'accès à votre serveur web. Je vous demande, c'est important, de lire le courriel que je vous ai envoyé, d'utiliser les liens pour pouvoir vous connecter à votre serveur, d'aller vérifier que vous avez bien votre message qui disait pas not found, mais forbidden. Si vous avez votre message forbidden, ça veut dire que tout fonctionne bien. Puis après ça, vous allez commencer à faire les exercices pour pouvoir vous assurer que votre serveur web fonctionne bien, que vous avez accès à votre panneau de contrôle. Si ce n'est pas le cas, vous devez m'écrire pour que je puisse vous aider, vous dépanner le plus vite possible pour vous déprendre. L'explorateur de fichiers, c'est le programme qui est en haut à gauche ici complètement, qui s'appelle gestionnaire de fichiers. En fait, j'ai écrit l'explorateur, mais c'est une erreur. Je vais le corriger dans ma présentation que je vais vous rendre disponible en ligne. C'est vraiment le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers, on va y aller tout de suite dans la plateforme de Liberté. Donc, je m'en viens ici. Gestionnaire de fichiers, quand je clique là-dessus, vous allez voir un nouvel onglet qui va ouvrir. Donc ici, je vais revenir sur le site web pour qu'on ait notre Forbidden. Comme ça ici, donc notre Forbidden qui est notre site web qui est bien fonctionnel, mais qui n'a pas de contenu encore. Et quand je clique sur le gestionnaire de fichiers, vous allez voir un nouvel onglet qui va ouvrir. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Je vais vous laisser un peu de temps. Donc, entrez votre connexion. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur web. Et une fois que vous êtes connecté, cliquez sur gestionnaire de fichiers et on se retrouve ici dans environ 60 secondes. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Si pour vous, ça ne fonctionne pas, continuez à regarder plus passivement, puis on fera le dépannage par la suite. Myriam, est-ce que nous avons les questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions. Présentement, j'essaie de me concentrer pour essayer de refaire ce qu'on vient de faire. Parfait. Tout se passe bien? Merci. Donc, je vais recommencer d'environ une trentaine de secondes. Si vous êtes normalement à votre premier accès en vous connectant avec le 2.2083, vous allez arriver ici dans votre cPanel quand vous allez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur gestionnaire de fichiers. Et gestionnaire de fichiers va vous amener dans cPanel File Manager. Le File Manager, c'est le gestionnaire de fichiers. On voit le nom ici en français. Et dans le gestionnaire de fichiers, j'ai deux panneaux. Le panneau de gauche, le panneau de droite. Puis j'ai une barre d'outils en haut avec différentes commandes ou fonctions que je peux utiliser.
Mon panneau de gauche va me donner de l'information sur où je suis. Donc, si vous êtes dans Windows puis vous voyez votre disque C avec utilisateur, votre nom et ainsi de suite, puis vos documents, votre musique, vos photos, c'est la même chose qu'on a ici, sauf que c'est un serveur Linux. Donc, on a des noms de dossiers qui sont un peu étranges comme ETC, log, mail, public FTP, public HTML, SSL et TMP. Le seul dossier qui nous intéresse, nous, et le seul qui va nous donner accès ou qui va nous permettre de créer du contenu pour le web, c'est le fichier ici, le dossier qui s'appelle public HTML. Donc, si je m'en viens dans public HTML, normalement, public HTML ici va être vide. Ça va dire répertoire vide ou le répertoire est vide. Et pour créer un nouveau répertoire, tout ce que vous devez faire, c'est d'aller en haut dans votre barre d'outils. Et dans la barre d'outils, on va regarder quelques-uns. Plus fichier, ce que ça veut dire, c'est de créer un nouveau fichier. Donc, un fichier, on pense à vraiment une page web, .html par exemple, ou un fichier texte, .txt. Plus dossier va nous permettre de créer une petite chemise jaune comme ça, comme sur Windows quand je crée un dossier. Donc ça va me permettre de créer une arborescence pour pouvoir organiser mon contenu. Ensuite, j'ai chargé. Donc, si j'avais créé quelque chose localement sur mon ordinateur, je pourrais utiliser mon bouton charger pour envoyer mon fichier sur le web avec ce bouton-là. Puis là, j'ai un paquet de boutons gris parce que je n'ai rien de sélectionné. Donc, si je sélectionne quelque chose, ils vont s'allumer. Vous voyez que je pourrais, par exemple, copier, déplacer, supprimer, renommer. Donc, je peux faire un paquet de choses à l'élément qui est sélectionné. Je dois d'abord cliquer dessus pour voir la ligne bleue pâle. Puis attention, si vous faites un double clic, vous allez rentrer à l'intérieur au lieu de le sélectionner. Donc, quand j'ai fait un double clic, si je me suis trompé, j'utilise ma petite flèche ici qui dit « Remonter d'un niveau », puis ça va me ramener à la racine de mon site web. La racine de votre site web, votre fameux .com ou .ca ou quoi que ce soit de notre page Forbidden, ici notre .ca, là, la racine du site web, elle est située dans public HTML. OK? Donc, ce que je vois ici, c'est que la racine de mon site web est vide. Je n'ai pas de fichier index.html. Je n'ai pas d'autres dossiers que devoir. Puis si vous êtes arrivé sur votre serveur web qui était vide, vous n'aviez même pas devoir, à ce moment-là, vous avez une racine qui est vraiment complètement vide. Je vais cliquer sur plus dossier et vous, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas fait hier soir ou ce matin avant le cours, vous allez le faire en même temps que moi. Vous allez créer un dossier qui va s'appeler devoir. Moi, à la place, je vais en créer un qui s'appelle test avec un S. Donc, dossier, je fais plus. Je vais vous laisser faire. Donc, si vous faites Alt tabulation pour aller le faire, je vais vous laisser 30-40 secondes pour pouvoir le faire. Vous allez avoir une boîte qui va apparaître qui s'appelle « Nouveau dossier ». Et dans ça, vous allez écrire « Devoir ». Et là, c'est important d'écrire « Devoir » au pluriel avec un S, aucun espace ni avant ni après, puis on ne veut pas de D majuscule. On veut « Devoir » écrit tout en minuscule. Donc, vous allez écrire comme ça ici, « Devoir » avec un S, et vous allez cliquer sur « Create New Folder ». Moi, je ne vais pas le faire parce que Liberté a déjà fait le petit devoir, donc son dossier devoir existe. Alors, celui que je vais créer va plutôt s'appeler Test avec un S. T-E-S-T-S. Je vous demanderai de fermer votre micro, s'il vous plaît. En bas à droite, quand vous bougez votre souris dans l'interface de Zoom. Donc, vous allez juste écrire devoir avec un S ou test avec un S. En fait, vous allez créer les deux dès aujourd'hui et vous allez faire Create New Folder. Et là, vous allez voir apparaître un dossier qui s'appelle Devoir avec un S. Puis quand vous allez faire plus, puis vous allez faire Test avec un S, vous allez aussi voir Test avec un S. Est-ce que tout le monde y est? Je vais venir au bout de l'adresse ici, puis je vais écrire tout simplement, supposons... exercice. Si j'écris exercice puis que j'appuie sur Entrée, il va me donner un message 404 qui s'appelle Not Found. Donc, un message 404 aussi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est retourné par un serveur web. C'est un serveur web qui ne trouve pas une page puis qui va dire « J'ai pas ça, donc je t'envoie une page Not Found » qui est un message d'erreur web
404. Vous avez vu ça souvent dans votre vie, mais d'habitude, la page est plus belle. On l'a fait avec un petit dinosaure qui a perdu ses enfants ou on l'a fait avec des façons originales de le faire. Ici, on a juste un not found qui dit « The requested URL », donc l'adresse que je viens de rentrer, « was not found on this server ». Ça veut dire que le serveur existe, mais il ne trouve pas exercice. Par contre, si j'écris « test » avec un S que je viens de créer devant vous, je vais tomber sur « forbidden ». Donc, vous voyez que là, j'arrive dans un dossier qui existe, mais je n'ai pas le droit d'accéder à ce dossier-là. Alors, il me redonne mon « forbidden ». Et de la même façon, si j'écrivais « devoir », devoir avec un S, Enter, il va encore me dire forbidden. Donc, je vais vous laisser créer vos dossiers, test au pluriel et devoir au pluriel. Je vous laisse, disons, 1 minute ou 2. Et je vais vous laisser faire les tests ici pour ajouter devoir au pluriel, / test au pluriel, pour voir les 2 messages forbidden. Puis, profitez-en pour rentrer exercice ou finalement n'importe quoi. Si je m'en viens ici et que j'écris n'importe quoi, Enter, bien, il va toujours me donner mon 404 not found. Donc, vous êtes 80 en ligne. Alors, je vais vous donner quelques minutes, mais ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas le temps de finir. Ce n'est pas grave. Vous pourrez le faire avec la vidéo par la suite. Puis, si vous êtes pris, vous avez besoin d'aide, je vais faire une intervention individuelle. Est-ce que nous avons des questions? Il n'y a pas d'autres questions en ce moment dans le chat. Merci. On doit ajouter, vous avez dit qu'on doit ajouter un dossier. Est-ce qu'on doit ajouter un fichier à ce dossier? Non, pas pour l'instant. Donc, vous avez créé devoir au pluriel puis test au pluriel. On est correct, on arrête là. En fait, moi, j'avais une question. Si je le fais, est-ce que ça va vous déconnecter de mon truc ou ça va juste l'ajouter? C'est Liberté qui me parle? Oui. Je ne sais pas si ça me déconnecterait probablement. Les serveurs ne sont pas tous pareils. Il y en a qui acceptent comme des connexions de 2 places différentes. D'autres ne l'acceptent pas. Je vais le faire dans ton compte. Puis si tu veux, on pourra effacer puis tu pourras le faire par toi-même par la suite. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est bon. Ben, sinon, faites-les. J'avais fait le devoir, fait que je sais. Oui, exact. C'est ça. On va aller le voir ensemble. C'est bon. J'ai une petite question. Oui. Pour le devoir de tantôt, j'avais cru comprendre qu'on faisait un fichier et non un dossier. Vous voulez vraiment un fichier, c'est ça? On fait d'abord un dossier parce qu'on veut avoir un dossier qui s'appelle / devoir au pluriel dans lequel il va y avoir plusieurs devoirs. Puis on veut avoir un dossier qui s'appelle test au pluriel. Vous faites tous test aussi, là. Donc, je vais créer test au pluriel, dans lequel vous allez pouvoir créer des fichiers tests individuels qui sont propres à vous, dans lesquels vous allez faire, quand vous découvrez quelque chose, vous allez aller créer test1.html, test2.html. J'espère qu'il y en a qui vont se rendre à test 17, 18, 20, 22, 26, peu importe. Mais pendant la session, vous allez toujours les nommer comme ça. Puis moi, de temps en temps, je vais venir voir ce qui se passe sur votre site web, puis ce que vous avez testé, ce que vous avez essayé, vos essais, vos erreurs, et ainsi de suite. Donc, les devoirs sont des choses que vous allez devoir faire, qui vont être demandées. Puis les tests vont être des choses que vous allez faire dans votre bac à sable, justement, pour pouvoir explorer ou découvrir par vous-même. C'est votre espace pour pouvoir faire des choses à votre goût. Puis, le devoir de tantôt, dans le fond, on faisait une espèce de page qui, quand on cliquait sur un lien, il y avait un message qui s'affichait. Ça reste un fichier, c'est ça? Oui, ça, c'est notre prochaine étape. En ce moment, je vous ai juste fait faire les 2 dossiers. Okay. Si vous avez déjà fait le devoir, vous avez créé votre dossier de devoir et quand je double-clique sur devoir, j'arrive à l'intérieur puis il y a un fichier qui s'appelle devoir1.html. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je m'en viens ici puis j'écris devoir et que j'écris devoir1.html, je vais arriver sur une page qui dit bonjour, bienvenue sur la page de Liberté. Et là, vous voyez 2 caractères étranges ici qui ont remplacé l'accent aigu. C'est tout à fait normal. On va se parler d'encodage de caractères la semaine prochaine, sans doute. Puis on va voir de quelle façon on peut régler un problème comme celui-là pour faire en sorte que notre navigateur affiche bien des caractères. En ce moment, ce qui se passe, c'est que mon navigateur reçoit un accent aigu qui est mal encodé. Il ne sait pas quoi faire avec, donc il met des caractères d'erreur ou des caractères de remplacement pour remplacer l'accent aigu.
Donc, on va voir de quelle façon on règle ça très facilement dans une page web. C'est super facile. Pour l'instant, si vous avez des accents dans vos noms ou des cédilles dans vos noms, vous allez pouvoir... vous allez avoir des caractères comme ça et il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas nécessairement encore vu ou appris comment régler un tel problème. Mais votre page ou votre page web existe déjà seulement en créant un fichier qui s'appelle devoir1.html. On a créé une page web. Puis là, chaque fois que vous créez un fichier HTML, le fichier, c'est une page web. Puis évidemment, là, je vous ai juste fait écrire du texte. Puis c'est voulu de vous avoir fait juste écrire du texte. Mon objectif, c'était de vous montrer que le navigateur web, il est conçu pour essayer tout ce qu'il peut pour vous présenter le contenu qu'il va recevoir. Donc, même si le code est mal écrit, même si la page est mal écrite, même s'il y a des erreurs dans la page, le navigateur web est volontairement très, très, très permissif. Il va faire ce qu'il peut. Et là, ce qu'il peut ici, c'est de dire, moi, on ne m'a pas vraiment dit c'était quoi cette page-là, alors je vais le traiter ou je vais le présenter comme un paragraphe. Donc, on a des balises pour représenter des paragraphes, puis notre navigateur va le faire de cette façon-là. Sur une page web, si on veut voir le code d'une page, vous pouvez faire un clic droit en tout temps. Et quand vous faites votre clic droit, vous pouvez venir ici dans votre menu contextuel pour faire code source de la page. Et si je fais ça comme ça ici, je vais voir que le seul code source qu'il y avait, c'était effectivement « Bonjour, bienvenue sur la page web de Liberté ». Donc, j'ai mon code source qui est identique au contenu. Quand je le regarde comme ça, vous voyez que c'est juste la mise en forme qui change parce que mon navigateur ici l'interprète déjà comme un paragraphe, puis il le présente comme un paragraphe dans sa mise en forme par défaut. OK? Maintenant, prochaine étape. Donc, ça, c'était notre file manager. Donc, tout ce que vous avez fait, pour faire ça, on fait plus fichier ici et on va écrire le nom du fichier. Donc, moi, je vais tout simplement écrire comme ça. Je vais aller le faire dans test. Donc, je m'en vais dans test, mais vous allez le faire dans devoir. Puis, dans test, je vais tout simplement écrire plus fichier et je vais faire test1. Test1.html. Donc, ça, c'est la structure que j'aimerais que vous utilisiez pendant toute la session. Je vais l'écrire sur Moodle, je vais le mettre dans la présentation. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, que vous testez, vous faites quelque chose de rapide, vous créez un nouveau fichier, vous le nommez dans votre dossier test au pluriel, vous le nommez test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous avez fait 18 tests à date, votre prochain, c'est 19. Alors, moi, ça va être facile. Quand je rentre un chiffre et qu'il n'y en a plus, c'est parce que vous aviez fini de faire vos tests. Donc, dans test 1, ici, je vais faire Create New File. Et ce que je viens de faire avec ce fichier-là, c'est un fichier qui est vide. Si je le visitais, ça me donnerait tout simplement une page blanche. Et dans les consignes d'hier, ce que je vous disais, c'est faites juste cliquer sur le fichier pour qu'il devienne bleu et allez cliquer sur Modifier. Résistez à la tentation d'utiliser l'éditeur HTML, ce n'est pas la même chose du tout, ça ne va pas se passer de la même façon. Vous allez juste cliquer ici sur Modifier. Puis, il va y avoir une petite page qui va apparaître. Puis, vous allez toujours juste lui dire, on peut désactiver la vérification de l'encodage, mais on fait juste cliquer sur Edit, puis vous allez rentrer à ce moment-là dans l'éditeur de texte. On achève. Donc, ici, c'est l'endroit où vous allez écrire votre message. Donc, bienvenue sur le site web de Liberté. Supposons. Je le laisse en UTF-8, on se reparlera de ça plus tard, mais tout ce que j'ai à faire pour l'instant, j'ai mis aucune balise HTML. L'objectif du cours d'aujourd'hui, ce n'est pas de voir des balises HTML, mais dans vos fichiers texte, donc vous avez des lectures à faire, puis dans vos fichiers test, si vous avez le goût de le faire, vous pourriez le faire. Donc, dans mon cas, moi, par exemple, je pourrais venir mettre juste une balise, donc des crochets devant et après mon texte. Donc, je vais juste mettre un H1 comme ça. Ce n'est pas une vraie page web. Il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. J'ai juste mis une balise pour dire au navigateur, « Hey, tant qu'à y être, fais juste lui dire que c'est un titre. » Donc, vous avez dans les notes de cours de l'information là-dessus. Alors, je suis en train de lui dire que c'est un titre de niveau 1. Je vais faire « Enregistrer ». Et ce que ça va me permettre de faire, c'est de voir dans « Test » ici, au lieu de « Devoir », dans « Test 1 », bien, je vais voir le bienvenue sur le site de Liberté qui est en gros, en gras, donc qui est traité comme un titre au lieu d'être traité comme un paragraphe. Contrairement à devoir qui est traité comme un paragraphe ici,
mon H1 fait en sorte que le navigateur dit « Ah, c'est un titre, ben, je vais le mettre en gros puis je vais le mettre en gras. » C'est tout ce qu'il fait. Et c'est suffisant pour l'instant. Vous avez dans les notes de cours des exemples que vous pourrez essayer. Et je répète, donc, pour mardi prochain à 18h, je vous demande d'avoir fait le devoir 1. Vous l'avez peut-être fait en même temps que moi, ou vous l'avez fait hier, ou vous l'avez fait ce matin. Le devoir 1, c'est juste pour me dire que ça fonctionne, en gros. Donc, il suffit d'aller écrire votre message de bienvenue. Votre devoir 1 va dans devoir au pluriel. Si vous avez le goût de commencer à jouer, vous allez le faire dans votre dossier qui s'appelle « Test au pluriel ». Si vous voyez des choses dans les notes de cours ou dans les livres que j'ai mis à votre disposition qui vous interpellent, je vous encourage à creuser. Ou si vous regardez une vidéo sur YouTube puis vous dites « Ah, ils disent ou ils suggèrent de faire ça », vous venez dans « Test » et vous le nommez « Test 1 »,« Test 2 »,« Test 3 », comme je l'expliquais, puis vous faites ces tests-là sur votre serveur. C'est votre environnement à vous pour jouer, pour pouvoir vous acclimater. La semaine prochaine, on va en apprendre un petit peu plus sur HTML puis la structure d'une page web, mais vous avez déjà des lectures qui vont vous guider à ce sujet-là cette semaine. Il y a une question. Oui, allez-y avec la question. Pourquoi vous avez mis, quand vous avez fait le edit du test 1, pourquoi vous avez mis un H de chaque barre, je pense, si vous avez fait? Oui, je vais revenir dedans. Donc, je clique sur mon fichier ici. Je m'en vais cliquer, donc pas éditeur HTML, mais toujours modifier, tout le temps. Je vais faire Edit. Puis quand j'arrive ici à gauche, j'ai mis un H1, donc avec des crochets, un crochet ouvrant. Je vais juste grossir mon texte pour que vous le voyez bien. Donc, j'ai un H1 ici, crochet ouvrant, H1, crochet fermant. Puis à droite, complètement, j'ai crochet ouvrant, barre oblique, H1, crochet fermant. Donc, dans tes lectures de cette semaine, tu vas apprendre les bases par rapport aux balises HTML. On va voir qu'HTML, c'est un langage de balisage. Donc, je mets une balise d'ouverture qui précède mon titre. Vous voyez qu'automatiquement, l'éditeur de texte l'a reconnu puis l'a mis en mauve. Donc, il me donne une couleur différente pour dire ça, c'est une balise. Puis mon contenu, OK, donc le texte que je veux publier, il est en noir. Il est entre deux balises. Puis, à la fin, je ferme ma balise. Donc, un titre de niveau 1, en anglais, le H veut dire « header ». Alors, il me dit, ça, c'est un titre de niveau 1. Et je ferme à la fin. Puis là, je pourrais faire un titre de niveau 2, un titre de niveau 3 qui serait H2, H3, des paragraphes avec P. Donc, vous avez quelques balises de base comme ça à apprendre dans la lecture de cette semaine, puis vous pouvez venir les essayer tout simplement en quelques minutes, là, faire quelques tests de ce côté-là. Vous êtes libre aussi de fouiller si vous avez le goût sur YouTube ou bien dans les livres que j'ai mis à votre disposition. On est vraiment dans les bases, OK? Donc, inquiétez-vous pas si vous ne comprenez pas tout, si vous ne savez pas c'est quoi une balise, on commence, puis c'est la semaine prochaine qu'on va le voir un peu plus de façon formelle. On a déjà dépassé l'heure, donc je veux être certain qu'on quitte. Donc, est-ce que ça répondait bien à ta question? Oui, merci. Parfait. Donc, ça, c'était dans... Je vais juste faire CTRL 0 pour pouvoir ramener ma... Donc, ça, moi, je l'ai fait dans test 1. Si je remonte d'un niveau, vous êtes dans devoir. Donc, dans devoir, tout le monde devrait avoir devoir1.html pour mardi soir, 18h au plus tard. Je reviens à ma présentation. Donc, on a vu notre gestionnaire de fichiers. Devoir HTML, donc ce que je viens d'expliquer, c'est que vous allez toujours les faire dans votre dossier qui s'appelle /devoir. À gauche, dans votre explorateur de fichiers ou dans votre gestionnaire de fichiers, vous avez la petite maison ici qui veut dire votre accueil. C'est public HTML, donc on est à la racine de notre site, puis je suis dans le dossier devoir. Okay? Si je remonte puis je descends dans test, double-clic sur test, vous allez voir ici /test. Donc, habituez-vous, jouez un peu avec votre gestionnaire de fichiers pour créer des dossiers ou créer des fichiers et assurez-vous à la fin que vous laissez votre serveur propre. Autrement dit, on veut juste avoir devoir et test pour tout le monde. Vous pouvez créer des dossiers différents dans test si vous voulez, puis vous pourrez les effacer par la suite. Vous ne pouvez rien briser. Habituez-vous à utiliser vos boutons plus fichier, plus dossier pour pouvoir bien vous familiariser avec ça. Les devoirs HTML, donc, dernier point, vous avez un devoir à faire sur Moodle, qui est le devoir 2, qui s'appelle « Contenu, structure et mise en forme ». La semaine prochaine, on va se parler de cette division-là. Puis je vais vous demander, en fait, le texte qui est à l'intérieur de ce document-là, c'est l'article que j'ai mis à votre disposition. Donc, c'est le même texte.
que vous allez devoir diviser. Donc, votre devoir consiste à faire ça. Je vous le montre, puis ensuite, je vous quitte. Je préparerai une vidéo qui va vous donner des instructions plus précises, mais tous les titres qui sont précédés d'un dièse, vous allez appliquer dans Word un titre de niveau 1 ici. Vous voyez des styles, vous allez appliquer un style de niveau 1. Tous ceux qui ont 2 dièses, vous allez appliquer un titre de niveau 2. Donc, titre 1 pour 1 dièse, titre 2 pour 2 dièses, et vous allez suivre les consignes qui sont dans le devoir 2. Moi, de mon côté, je vais vous enregistrer une vidéo. Donc, si jamais vous êtes mélangé ou c'est pas clair pour vous, quoi que ce soit, la vidéo va pouvoir vous aider de ce côté-là. Donc, vous faites juste descendre dans votre document et dès que vous voyez un titre 1 ici, vous allez faire titre 1. Puis quand vous voyez 2 dièses, vous allez faire titre 2. Et en gros, si vous cliquez sur vos numéros de page en bas à gauche complètement, vous allez voir apparaître dans votre navigation ici un plan de votre document. Et ça, c'est important parce que la semaine prochaine, on va se parler de contenu, structure et forme. C'est quoi la différence entre les trois et comment ils travaillent ensemble parce qu'il y a un lien très, très précis entre ces trois éléments-là qu'on va utiliser sur Internet. Puis, je vais vous expliquer comment on peut séparer les trois, contenu, structure et forme, dans un document Word, puis comment on peut le faire sur le web. Alors, je vais juste vous laisser lire vos notes de cours premièrement et ensuite vous familiariser avec le devoir numéro 2. Puis, si jamais vous bloquez dans les consignes ou quoi que ce soit, vous me faites signe, je vais vous enregistrer une vidéo puis ça va mieux aller. Je vais répondre à vos questions avant de vous dire au revoir, puis après ça, je vais mettre fin à l'enregistrement, ou plutôt Marc-Antoine va mettre fin à la fin de l'enregistrement, puis on va se revoir vendredi la semaine prochaine. Oui, moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir si le mot de passe du panneau, si on peut le changer ou si c'est peut-être pour ce que toi, tu puisses y accéder s'il y a un problème à m'amener ou whatever. Si tu tiens à le changer, tu peux le changer. Si tu gardes le courriel dans un endroit, si tu archives ton courriel dans Gmail ou dans Outlook ou peu importe le système que tu utilises pour tes courriels, puis que tu y accèdes, tu fais un copier-coller. Moi, je t'encourage à garder le même pour la session, ça va être plus facile. Si tu choisis de le changer, je suis capable d'accéder avec mon mot de passe, je peux rentrer dans ton compte de toute façon, fait que ça ne me bloque pas. Alors, si c'est une préférence personnelle, tu peux le faire. Quel est ton nom? Samuel, c'était juste pour ne pas l'oublier dans le fond, parce que des fois, j'utilise... c'est ça, c'était juste pour ne pas l'oublier le mot de passe. Parce pour ne pas avoir besoin d'aller le copier-coller chaque fois? Exact, c'est ça. Si tu préfères, tu peux faire ça, mais si c'est facile pour toi de faire un copier-coller puis de toujours utiliser le même, change-le pas. Si tu le changes de toute façon puis que je ne suis pas capable d'accéder, je vais utiliser mon mot de passe puis je vais pouvoir te dépanner n'importe quand. OK, ben sinon, je vais le sauver dans un gestionnaire de password au pire. Oui, exact. C'est toujours une super bonne chose. Là. Travailler avec un gestionnaire de mots de passe, puis ça va vous donner accès à tous vos mots de passe facilement. Prochaine question. Il y avait une deuxième main levée, je crois. Il y a une autre personne qui avait levé la main? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça marche? Oui, très bien. OK. Je me demandais le document Word que vous aviez il y a 10 secondes, c'est où qu'on le trouve? Il est sur Moodle. Dans Moodle, à la semaine 1, il y a devoir 2. C'est un peu étrange parce qu'il n'y a pas de devoir 1. Je vais créer le devoir 1. Et je crois qu'il n'est pas encore affiché. Je vais juste m'assurer que les consignes soient finies. Là. Puis dès que les consignes vont être terminées, je vais vous afficher le devoir. Alors, ce soir ou demain ou plus tard, le devoir va apparaître. Puis vous pouvez le faire. Le devoir 2, lui, va être... ce serait bon qu'il soit terminé mercredi ou jeudi la semaine prochaine. Pendant toute la session, on est dans une session à distance. Si jamais, à un moment donné, vous prenez du retard ou il y a un devoir que vous n'avez pas fait, essayez de ne pas prendre 2-3 semaines de retard. Là, ça vous mettrait un peu dans le pétrin. Mais si jamais il y a un devoir que vous remettez en retard, c'est pas grave. Toutes les dates que je mentionne sont des dates suggérées pour le meilleur fonctionnement du cours possible. Mais vous pouvez toujours remettre un devoir un petit peu plus tard si jamais vous n'êtes pas capable de le remettre à une date qui était suggérée. Ça m'aide moi aussi parce que quand je passe par exemple sur le devoir 1, je vais probablement faire ça mercredi. Je vais avoir 100 sites web à visiter. Alors, vous comprendrez que si je visite les 100 sites web puis qu'il y en a la moitié de fait, ben, je vais être obligé de revenir éventuellement pour les visiter. Je vais visiter encore une fois 50 nouveaux sites web. Alors, essayez de les faire à temps, mais si ça ne fonctionne pas pour vous éventuellement, vous le remettez un peu plus tard puis c'est parfaitement correct comme ça. On est dans une situation particulière, alors on applique des mesures qui sont particulières. Parfait. Merci. Plaisir.
Dernier point à propos des devoirs, il y en a aussi qui vont apparaître. Il y a des devoirs que j'ai pas le temps nécessairement de finir avant un cours, OK? Puis vous allez voir parfois apparaître un devoir après le cours. Les consignes vont toujours être claires, puis je vais m'arranger pour vous faire des vidéos quand je vais pouvoir le faire. Mais l'idée, c'est que je vais toujours continuer de développer du nouveau contenu puis vous le rendre disponible au fur et à mesure. Vous suivez votre séquence, essayez d'être séquentiel dans vos devoirs. Vous faites le 1, vous faites le 2, vous faites le 3. Puis à un moment donné, vous passez, vous dites « Ah, j'avais pas vu ça, qu'il y avait un devoir 4. Il n'était pas là quand je passais. » Soyez pas choqués ou soyez pas insultés de ça. C'est juste que j'ai peut-être pas eu le temps de vous le rendre disponible avant un cours ou lors d'un cours. Puis je vous le rends disponible durant le week-end ou le lundi suivant, aussitôt que je suis capable de le mettre disponible. Ça va toujours être des exercices pour pouvoir s'assurer que vous assimilez bien la matière puis je suis capable de suivre ce que vous faites. Les exercices et les tests que vous allez faire sont sur une base volontaire. Puis eux, je ne vais pas les évaluer. Ce que je vais aller voir, c'est qui a fait quoi, combien, et ainsi de suite. Fait que c'est intéressant de pouvoir en faire. Puis ça va surtout vous aider à progresser plus vite. D'autres questions? Je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.